C'est en l'an 8 qu'un dénommé Mitra Nuruodo, plus couramment appelé Thrawn, fait son retour dans la galaxie connue. Celui-ci commence son périple en se rendant le long de la voie Hydienne afin de rallier des impériaux à ses côtés, ce qui permet à ce qu'on appelait à l'époque la Confédération de Thrawn d'être constituée de 6 destroyers stellaires et de plusieurs autres petits engins. Après cela, Thrawn et ses navires se lancent dans de nombreux petits raids visant des pirates de la région, afin d'impressionner les Moff récalcitrants et de faire en sorte qu'ils se joignent à lui. C'est après avoir obtenu le soutien de la famille Dasta que Thrawn peut prendre le contrôle de la majorité des forces armées impériales, et être nommé commandant suprême dans les jours qui suivent. En contrepartie d'un soutien militaire apporté à Thrawn, les divers seigneurs de guerre impériaux peuvent continuer à disposer librement de leur propre territoire. C'est donc lors de l'année suivante, en l'an 9, que le commandant suprême Thrawn et le capitaine Gilad Pellaeon, à bord de leur croiseur le Chimera, peuvent lancer leur vaste campagne de reconquête. Mais avant cela, Thrawn souhaitait s'assurer de la véracité de certaines rumeurs entendues au cours de son périple dans les régions inconnues. Pour cela, il se rend tout d'abord sur la planète Obroskai afin d'y vérifier dans les ancestrales archives s'y trouvant que des créatures nommées Ysalamari, susceptibles de générer un champ d'énergie anti-force, existaient bel et bien, mais également de déterminer la location d'une planète dénommée Wayland sur laquelle l'empereur aurait dissimulé nombre de ses secrets. Thrawn et ses troupes peuvent ainsi récupérer des Ysalamiri sur la planète Myrk grâce à l'aide apportée par un leader d'une troupe de contrebandiers, un dénommé Taloncard. Après cela, la route vers Wayland est plutôt rapide, mais une fois sur place, ils doivent faire face à l'agressivité primitive des indigènes locaux. Mais suite à une démonstration de force des impériaux, ils peuvent leur faire comprendre qu'ils ne devraient pas s'opposer à eux. C'est après cela qu'un étrange personnage se présente à eux. Celui-ci leur promet de les guider jusqu'au gardien de la ville, mais une fois arrivés dans la salle principale, leur guide se retourne contre eux et leur annonce qu'il est désormais le seul et unique régent de cette planète. Un terrible éclair s'abat alors sur Thrawn et ses compagnons, mais la foudre s'interrompt brusquement lorsqu'elle atteint le rayon protecteur généré par la petite créature. Ses pouvoirs étant désormais inutiles, Thrawn peut commencer à expliquer ses intentions aux gardiens. Le Chiss souhaite s'accaparer de toutes les technologies impériales dissimulées sur la planète et requiert également l'assistance du maître Jedi en lui promettant de lui offrir les 2 Jedi, Luke Skywalker et sa sœur Leia Organa, en échange afin qu'il puisse les prendre comme apprentis. Leur accord étant désormais scellé, Thrawn met la main sur de nombreux cylindres de clonage Sparti, mais également sur une technologie qui lui permettrait de rendre certains de ses vaisseaux totalement invisibles. Il apprendra également que le mystérieux gardien qui les avait accueillis n'était nul autre qu'un clone du maître Jedi Jorus Sabaoth, un homme que Thrawn avait lui-même rencontré des années auparavant. Du côté de la Nouvelle République, Mon Mothma souhaitait souder les liens entre le pouvoir central et les lointaines planètes, plutôt que de poursuivre des offensives sur les derniers impériaux résistants. De nombreuses délégations sont alors envoyées sur les planètes les plus reculées afin de les convaincre de rejoindre la Nouvelle République. C'est ainsi que Leia, Han et Luke se retrouvent sur la planète Bimisari afin d'y rencontrer les dirigeants locaux. Malheureusement, après un superbe accueil offert par la population, ils sont pris en embuscade par une escouade d'assassins Noghri aux ordres du Grand Amiral, qui avait reçu pour ordre de capturer le Jedi. Heureusement, aguerri par désormais plusieurs années d'entraînement, Luke parvient aisément à se défaire de plusieurs adversaires. Leurs assaillants repoussés, les héros ne se font pas prier et retournent rapidement se mettre à l'abri dans le Faucon, tout en n'omettant pas au passage de promettre aux locaux qu'ils reviendraient très prochainement. De retour sur la capitale, le trio est rapidement pris à partie par le politicien Botan Borsk Feyla, qui les accuse de ne pas avoir pris la bonne décision en ayant fui la planète. Mothma essaya malgré tout de tempérer la situation en leur demandant de retourner dès le lendemain sur Bimisari. Mais c'est comme à son habitude le capitaine Solo qui s'oppose vivement à cette nouvelle mission, prétextant que Leia devrait d'abord apprendre quelques rudiments Jedi avant de repartir en mission. Du côté des impériaux, Sabaoth n'hésite pas une seconde à déverser sa rage sur le Chiss, estimant que les Noghri étaient des incompétents. Le vieux Jedi propose alors d'entrer directement en contact avec Skywalker grâce à la Force, tandis qu'il laisserait aux Noghri la charge de capturer Leia. Par la suite, Thrawn désigna comme son objectif principal les chantiers navals réputés de la planète Sluisvan. Mais avant cela, il espérait distraire la République et pour cela il prend pour cible la planète Fash et ordonne à ses hommes de faire uniquement des dommages matériels. Mais ceux-ci devaient être suffisamment importants afin d'alerter la Nouvelle République. La nouvelle arrivée du côté républicain, Leia, Han, Chewbacca et Wedge Antilles sont dépêchés sur place pour enquêter, et furent particulièrement surpris du faible nombre de morts en comparaison aux destructions matérielles. Wedge estimait qu'une attaque des chantiers de Sluisvan était à prévoir, mais Leia de son côté suspectait également la présence d'un possible Jedi noir ou de quelqu'un s'y apparentant du côté des impériaux.
De retour près du Faucon, des Noghri font de nouveau irruption, mais le Quatuor eut la chance de recevoir l'aide inattendue apportée par 3 membres de l'escadron Rogue agissant sous couverture. De son côté, Luke se rend sur Dagobah dans l'optique d'en apprendre plus sur les derniers enseignements de Yoda. Il fait le choix de retourner dans la mystérieuse grotte qui lui avait démontré son visage derrière le masque de Vador des années auparavant. Ce qui, cette fois-ci, lui procure une vision de sa présence sur Tatooine dans la fosse de Carkoon lorsque Jabba souhaitait les mettre à mort. Mais alors que son fidèle droïde R2-D2 lui projette son sabre laser, celui-ci est intercepté par une mystérieuse femme particulièrement heureuse de son action. Une fois ses esprits repris, Luke espère que son ami Lando pourra se montrer à même de répondre à certaines de ses questions. C'est ainsi que Leia, Han et Luke finissent par se retrouver sur la planète Neclone où la capitale, Nomad City, est actuellement dirigée par leur ami Lando Calrissian. Malheureusement, au cours de leur arrivée, de nombreux vaisseaux ennemis font leur apparition, et parmi eux le mystérieux Sabaoth qui parvient à rentrer en contact avec l'esprit du jeune Jedi. Mais dans le même temps, une autre équipe envoyée par Thrawn se chargeait de s'emparer des taupes minières de la cité, ce qui s'avérerait bien utile pour les prochains plans du Chiss. Mais pour l'heure, la capture des jumeaux Skywalker figurait également comme une priorité, mais malheureusement pour eux, Leia comprend la manœuvre, elle s'empare alors du vaisseau de Lando, le Lady Luck, et en compagnie de Chewbacca, elle prend la route de Kashyyyk afin d'y être mise à l'abri. De son côté, Luke se sentait particulièrement troublé suite à l'appel passé par le vieux Jedi, et ignorant les intentions néfastes de ce dernier, rien ne pouvait l'empêcher de se mettre à la recherche du savoir qui lui manquait. Et grâce à un renseignement de Wedge Antilles que Leia lui confie, Luke apprend désormais que Sabaoth réside sur une planète dénommée Jomark. Du côté de Thrawn, celui-ci comprend vis-à-vis de la dette de vie que Chewbacca avait contractée auprès du contrebandier Han Solo, que cette dette porte désormais également sur Leia et que la disparition de ces deux personnes signifie probablement une éventuelle fuite sur la planète natale des Wookiees. Une nouvelle escouade de Noghri est donc envoyée à leur poursuite. Malheureusement, du côté de Luke, son vaisseau a été endommagé au cours de la bataille et à sa sortie de l'hyperespace, il est repéré par le Wildcard, le vaisseau personnel du contrebandier Taloncard, qui se charge donc de le tracter. Une fois à l'intérieur, Luke a la mauvaise surprise d'être paralysé suite à un tir dans son dos porté par la seconde du contrebandier, une dénommée Mara Jade, qui conserve le secret de son ancienne profession en tant que main de l'empereur. Luke est donc placé dans les appartements de Card en attendant qu'il se remette de sa décharge, pendant que dans le même temps, la petite troupe se rend dans leur quartier général sur Myrkr et lorsque cela se produit, Card le rejoint afin de lui faire comprendre le dilemme qui l'accable. Car s'il remet le Jedi à la Nouvelle République et que cela s'apprend, l'Empire de Thrawn avec qui il entretient quelques relations risquerait de traduire cette action comme une trahison, ce que Card préférait logiquement éviter. Face à ce choix cornélien, Luke n'hésite pas. Il contacte R2-D2 qui lui permet de s'échapper. Une fois la nouvelle de cette évasion apprise, Mara Jade prend en poursuite le chasseur volé par le chevalier Jedi et commence sa traque. Il est également essentiel de noter que lorsque l'empereur a tragiquement disparu sur la deuxième étoile de la mort, il a su prendre le temps d'envoyer un dernier ordre via la force à sa main, lui ordonnant de mettre fin au jour du Jedi responsable de sa mort, Luke Skywalker. Dans le même temps, Card reçoit la visite de 2 émissaires de la Nouvelle République afin qu'une alliance puisse être scellée avec les contrebandiers représentés par Talon. Malheureusement, au cours des négociations, un vaisseau impérial fait son apparition, avec à son bord le grand amiral Thrawn. Lorsque Card se dépêche de mettre Han et Lando à l'abri, puis se démène pour expliquer à l'impérial qu'un prisonnier s'est évadé, le Chiss lui propose de l'aider en envoyant une compagnie de Stormtroopers à la recherche de l'évadé, ce qui ne manque pas de compliquer encore plus la situation. Thrawn espérait ensuite pouvoir négocier la capture d'Yzala Miri supplémentaire. Du côté de Han, celui-ci aperçoit un Noghri aux côtés de l'Impérial, ce qui lui permet de comprendre d'où viennent tous les assassins qui cherchent à lui nuire à lui et à ses proches. Il apprend par la même occasion du propre aveu de Card que le mystérieux évadé n'est en réalité nul autre que Luke Skywalker. De ce fait, Card n'avait d'autre choix que de prendre enfin position dans cette bataille et prend la décision de se joindre à la Nouvelle République. Du côté du Jedi, celui-ci était toujours poursuivi par cette mystérieuse Mara Jade, et celle-ci s'appuie sur les sentiments que le Jedi ressentirait envers elle et simule un crash de son appareil afin que ce dernier s'arrête pour lui venir en aide, ce que ferait n'importe quel bon Jedi, particulièrement prévisible. Une fois Luke dans sa ligne de mire, elle doit malgré tout prendre son mal en patience conformément aux consignes données par Card et mettre à l'abri le jeune homme, lui évitant ainsi d'être repéré par la garnison de Stormtroopers envoyée par Thrawn. Après de multiples péripéties, les 2 compagnons d'infortune réussissent à s'exfiltrer de la forêt, mais malheureusement à leur sortie, ils sont mis aux arrêts par une troupe de soldats impériaux. Mais grâce à l'intervention de Lando, une fusillade leur permet d'échapper à leurs ravisseurs. Mara retourne alors auprès de Card, tandis que Lando, Han et Luke peuvent prendre la fuite à bord du Faucon, heureux d'avoir pu sceller une alliance avec les contrebandiers.
Sur Kashyyyk, Leia fait la rencontre d'un ancien esclave Wookiee nommé Ral Rashin, qui l'accueille honorablement sur sa planète. Elle est ensuite emmenée dans la région de Rukhroro afin d'être mise à l'abri. Malheureusement, à peine entrée dans sa résidence, Leia est agressée par un assassin Noghri. Mais le soutien apporté par les Wookiees, qui interviennent rapidement, lui permettent de s'en sortir. Malgré tout, les assauts des Noghri se faisaient de plus en plus insistants, et les guerriers Wookiees commençaient à perdre du terrain. Mais assez étrangement, le premier assassin qui avait tenté de capturer Leia apprend entre-temps que la princesse d'Alderaan n'est nulle autre que la fille du seigneur noir des Sith, Dark Vador, auquel les Noghri avaient prêté allégeance des années auparavant. Après cela, Leia donne rendez-vous à cet assassin nommé Kabarak, non loin d'Endor, afin que tout cela puisse être approfondi. Thrawn, quant à lui, se prépare à l'attaque des chantiers navals de Splissvan. Pour cela, il met en place l'utilisation de la technologie d'invisibilité récupérée sur Wayland pour se dissimuler, ce qui lui permet de conserver un avantage sur ses adversaires qui ignorent son approche. C'est lorsque la bataille se déclenche que Solo, qui se trouvait sur place, comprend que l'assaut sur Pfach n'était qu'une simple diversion. Thrawn, de son côté, comptait utiliser les taupes minières dérobées quelques jours plus tôt pour s'emparer des vaisseaux ennemis. Mais Lando intervient un temps en faisant s'aborder les différents navires, la Nouvelle République préférant détruire sa propre flotte plutôt que de la voir venir renforcer les rangs de leurs adversaires. Cette terrible bataille, avec de tragiques conséquences pour les républicains, représente néanmoins la toute première défaite du grand amiral Thrawn. Mais ce dernier avait néanmoins compris que sa défaite était notamment due à la trahison du contrebandier Talon Karrde. Le général impérial Freja Kovel est donc envoyé sur Myrkr afin de capturer le traître. Mais là encore, Karrde s'est montré prévoyant et avait fait cacher son vaisseau derrière un petit astéroïde orbitant autour de la planète. Thrawn s'en aperçoit assez rapidement et envoie un vaisseau à sa rencontre. Mais suite au talent de force de Mara, Talon peut être averti à temps et prendre la fuite. Malheureusement, les ennuis ne s'arrêtent pas là pour les républicains, car suite à cette débâcle, l'amiral Ackbar est démis de ses fonctions, puis mis aux arrêts suite aux accusations de trahison portées par le Botan Borsk Feyla à l'encontre du Mon Calamari. Au cours de leur fuite, Mara demande des précisions à son supérieur sur la légendaire flotte Katana dont il était le seul à connaître l'emplacement exact. L'ancienne main de l'empereur lui demande ensuite pourquoi il se refuse à vendre les plans à Thrawn, qui aurait très certainement pu gracieusement les remercier. Mais Karrde lui assure sa volonté de vouloir rester neutre dans ce nouveau conflit. Sur Coruscant, Han Solo apprend que l'amiral Ackbar a été mis en détention, et que tout porte à croire que la manigance vient du Botan Borsk Feyla, mais que pour l'heure, rien ne leur permet d'arranger la situation du Mon Calamari. Han tente donc de faire comprendre à Mon Mothma et Feyla que les récentes défaites de la Nouvelle République ne doivent pas seulement incomber à Ackbar, mais qu'il faut aussi prendre en compte que leur nouvel ennemi est un brillant tacticien et un excellent stratège, et que celui-ci porte le nom de Thrawn. Pourtant, Mothma reste soupçonneuse, estimant que voir un amiral autre qu'humain diriger les impériaux n'était pas réellement conforme avec la ligne de conduite de Palpatine. Ce fut donc la goutte de trop pour Han qui quitte les lieux prestement afin d'aller rendre visite à Ackbar en compagnie de Leia. Dans sa cellule, Ackbar leur explique que le peu d'informations concernant les grands amiraux de l'Empire était logique vis-à-vis du secret qui les entourait. Mais au-delà de ça, il leur apprend également l'existence de la technologie d'invisibilité qui devait figurer tout en haut de la liste des menaces de la Nouvelle République. Après cela, Luke, Han et Lando commencent à mener l'enquête, mais suite à l'arrivée d'Impériaux sur les lieux, les recherches prennent fin assez rapidement et Han permet aux Jedi de se rendre sur Jomark afin qu'ils puissent partir à la recherche de ce vieil homme qui l'aurait contacté à travers la Force. Han et Lando, de leur côté, découvrent l'identité d'un homme mystérieux surnommé le Commandeur, et il s'avère en réalité qu'il s'agit ni plus ni moins que de Garm Beliblis, un fier militaire corellien et membre fondateur de l'Alliance rebelle. Beliblis leur apprend alors qu'une mystérieuse source Delta se trouve au sein de la Nouvelle République et s'entretient régulièrement avec Thrawn. Mais au cours de leur entretien, Lando s'aperçoit également que les armoiries et les couleurs qui décorent la pièce sont la marque des vaisseaux de la légendaire flotte Katana, une mystérieuse flotte de plusieurs centaines de vaisseaux censés être disparus. Leur rencontre s'arrête donc ainsi et Beliblis finit par accepter un entretien avec Mon Mothma afin qu'une nouvelle alliance puisse être forgée. Après cela, Leia se rend donc en compagnie de Chewbacca et C-3PO sur Onogre, la planète natale des Noghri, après avoir pu rencontrer Kabarak sur Endor. Sur place, elle apprend que les Noghri ont accordé leur fidélité à Vador bien des années auparavant, après que celui-ci leur ait promis de sauver leur planète. Mais en réalité, celui-ci faisait en sorte de conserver la planète des Noghri dans un état de soumission totale, si bien que si jamais les Noghri le trahissaient, l'Empire cesserait de les assister et Onogre serait désormais condamné. Un procédé qui sera plus tard réemployé par Thrawn pour s'assurer de leur fidélité. Mais heureusement, Leia, à force de persévérance, parvient à les convaincre que l'Empire les a déjà trahis et que par le passé, ils ont modifié le code génétique d'une certaine plante auparavant consommée par les Noghri et qui est désormais immangeable, ce qui les rendait totalement dépendants de l'Empire. Après cette démonstration, une importante partie des clans Noghri prennent le parti de la princesse héritière d'Alderaan.
Entre-temps, Marajad a l'occasion d'obtenir un entretien avec le grand amiral. Celui-ci étant au courant que Mara était une ancienne main de l'empereur, il espérait pouvoir la faire rejoindre son camp, tandis que cette dernière souhaitait juste mettre fin à la traque de son patron. En échange de ceci, Thrawn donne 8 jours à Mara pour qu'elle l'informe de la location de la flotte Katana. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et Thrawn finit par conserver Karrde en otage, tandis que Mara doit toujours trouver un autre moyen de lui offrir les coordonnées tant recherchées. Comprenant enfin que l'Empire lui avait menti toute sa vie, Mara sait qu'elle n'a qu'une seule option si elle souhaite sauver Talon, retrouver Luke Skywalker et revenir le sauver. Du côté de Luke, ce dernier prend la décision de se rendre sur Jomark pour enfin partir à la rencontre de ce mystérieux maître Jedi qui aurait survécu à la purge de Palpatine. Une fois sur place, Luke ne met que très peu de temps à comprendre que le vieil homme est bien loin de ce que l'on pouvait attendre d'un Jedi, notamment vis-à-vis de ses enseignements qui semblaient être diamétralement opposés avec ceux que lui avaient inculqués Yoda ou Obi-Wan par le passé. Ce n'est que lors d'une rixe dans une taverne au cours de laquelle le vieux Jedi prend la décision d'électrocuter l'un des deux combattants que Luke reconnaît ce puissant pouvoir utilisé par l'empereur et comprend définitivement à qui il a affaire. Le soir même, Sabeot sent que l'ancienne main de l'empereur Marajad est en approche. Elle est donc accueillie par une pluie de rochers déclenchée par le vieil homme, ce qui ne l'empêche pas toutefois de trouver le moyen d'atterrir et de croiser de nouveau le droïde de Luke, R2-D2. Le Jedi quant à lui ne fait son apparition qu'un peu plus tard et lorsque Sabeot les rejoint à son tour, il essaye dans un premier temps et dans une vaine tentative de rallier Mara à sa cause. Mais sentant que la situation devenait de plus en plus incontrôlable, il prend la décision de s'attaquer à ses invités. Heureusement, Luke parvient à dégainer son sabre laser à temps et à renvoyer des éclairs vers Sabeot, qui tombe sur le coup. Mara tentera ensuite de l'achever, mais sera retenue par Luke. Cette dernière lui apprendra ensuite que Karrde a été capturé par le grand amiral et qu'ils doivent partir à sa rescousse dès à présent, en vue des futurs affrontements. Une fois infiltrés à bord du vaisseau de Thrawn, ils se séparent et c'est à Luke qu'incombe la charge de trouver la cellule du contrebandier. Lorsque Thrawn apprend leur présence à bord, tous les Stormtroopers sont mis sur le pied de guerre, mais rien n'était susceptible de barrer la route à 2 utilisateurs de la Force et à un contrebandier. Conscient d'être désormais redevable à la Nouvelle République pour sa libération, Talon accepte de leur offrir les coordonnées de la flotte. Du côté de Coruscant, justement, une réunion d'urgence se tenait. Borsk Feyla, comme à son habitude, allait à l'encontre de l'avis général et réfutait l'existence d'un présumé grand amiral qui aurait pris les rênes de l'Empire, mais Motma finit par trancher et accorde l'envoi d'une force armée afin de vérifier l'existence de cette présumée flotte Katana. Car il s'avère que si elle existe, elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains des impériaux. Mais alors que la situation commençait à pencher du côté des impériaux justement, l'apparition inattendue de Sabeot parmi eux permit à Wedge et à l'escadron Rogue de ralentir leur avancée. Heureusement, la Nouvelle République peut compter sur un allié de dernière minute en la personne de Garm Bel Iblis, dont la flotte personnelle sort de l'hyperespace et permet à la République de transformer cette défaite inévitable en une victoire de justesse. Mais Luke, qui avait également participé à cette bataille, comprend que Thrawn n'avait pas pu engager autant de soldats en aussi peu de temps, et qu'il avait fort probablement eu recours à des techniques de clonage pour en obtenir un nombre aussi conséquent. Le Jedi mène donc sa propre enquête sur le sujet, ce qui le mène sur la planète Boderis après qu'il ait suivi un groupe de Stormtroopers. Mais une fois sur place, Luke tombe sur le croiseur amiral de Thrawn, le Chimera, mais une fois encore, le Chiss avait un coup d'avance et lui avait tendu un piège. Mais heureusement, grâce à ses sens avisés, Luke parvient à s'en sortir in extremis. Après cela, Talon Karrde prend la décision de rassembler l'ensemble des contrebandiers afin de connaître leur position au beau milieu de ce nouveau conflit. Et autant il était simple de faire comprendre aux non-humains qu'ils ne devaient en aucun cas travailler avec l'Empire, cela fut beaucoup plus ardu pour ceux qui entretenaient des relations cordiales avec les Moff ou les généraux impériaux. Mais au cours de leur discussion, une explosion retentit. Et c'est tout un escadron de soldats impériaux qui débarquent en tirant sur les contrebandiers. Une fois leurs ennemis éliminés, il n'était plus du tout difficile de connaître leur position sur cette guerre, en n'ayant désormais plus aucun objectif si ce n'est la vengeance. Talon Karrde et ses troupes se mirent en tête de porter un coup aux impériaux en attaquant le site des chantiers navals de Bilbringi. Et c'est ainsi que diverses actions de harcèlement sur les vaisseaux impériaux purent commencer. De retour sur Coruscant, une nouvelle réunion au sommet est interrompue par Leia qui était alors sur le point d'accoucher. Et c'est ainsi que quelques instants plus tard, les jumeaux Jacen et Jenna Solo viennent au monde. Malheureusement, ce joyeux événement est brisé par l'apparition d'un agent impériaux envoyé pour capturer la princesse. Mais grâce notamment à l'apparition de Marajad, les impériaux sont éliminés et leur leader peut être capturé et interrogé. Mais lorsque les républicains lui demandent le nom de la taupe infiltrée au sein de la Nouvelle République, le major impérial leur indique simplement le nom de Marajad. Cette révélation ne manque pas de semer le trouble, d'autant plus que l'ancienne profession de main de l'empereur de Mara ne manque pas d'encourager les doutes. Leia lui propose néanmoins d'accompagner son frère afin de trouver qui souhaite à ce point-là les capturer. Du côté impérial, Thrawn lance sa gigantesque opération sur le noyau en déployant ses 37 000 soldats sur divers champs de bataille. La Nouvelle République se trouvant harcelée de part en part, Thrawn a désormais le champ libre pour isoler Coruscant, comme son plan le prévoyait.
Il fait donc en sorte de projeter des astéroïdes dissimulés par la technologie d'invisibilité sur la planète capitale, empêchant de fait n'importe quel vaisseau de décoller, sous peine de se voir détruit par inadvertance. À la surface, les recherches concernant l'agent infiltré se poursuivaient, et il s'avère alors que la taupe n'était pas une personne mais possiblement une machine, et c'est suite à cela que les néo-républicains découvrent l'existence de la source Delta et amputent Thrawn de ce précieux atout. C'est ainsi qu'une escouade de choc composée de Luke, Han, Chewbacca, Lando et Mara est envoyée sur Wayland afin d'infiltrer le mont Tantis dans lequel se retranche Sabaoth. Mais ils eurent également la chance de recevoir l'assistance de quelques Noghri. C'est ainsi que Luke et Mara se détachent du groupe principal pour prendre d'assaut la salle du trône afin de détruire les différents systèmes de clonage. Malheureusement, Sabaoth se trouvait déjà sur place et semblait plus fou que jamais. Il envoya un éclair sur Mara qui en un seul et minuscule instant ne se trouvait plus en état de combattre. Dans la minute qui suivit, Luke se retrouve à faire face à son propre reflet. Un clone de lui-même avait été conçu à partir de sa main coupée sur Bespin des années auparavant. Une fois le combat engagé, Chewbacca et Lando réussissent à prendre le contrôle du système de clonage et à le court-circuiter. Et tandis que le duel se poursuivait, Mara eut le temps de reprendre ses esprits. Elle s'empare d'un sabre laser et empale le clone de Luke. L'ancienne main profite ensuite d'un moment d'inattention chez Sabaoth pour lui lancer son arme qui se fiche directement dans sa poitrine. Sabaoth disparaît alors en projetant un incroyable éclair qui ne manque pas de rappeler à Luke la disparition de l'empereur dans l'étoile de la mort. Conscient des événements récents en sa défaveur, Thrawn se décide à mettre fin une bonne fois pour toutes à sa campagne militaire, et pour cela, il se décide à attirer ses ennemis dans un nouveau piège autour de Bill Brengi. Akbar et les Rogues lancent donc les hostilités, mais alors que sur le long terme la bataille aurait inévitablement fini par tourner en la faveur de l'Empire et de Thrawn, le salut de la Nouvelle République vient d'un personnage inattendu. C'est en effet au beau milieu de cet affrontement terrible que le garde du corps personnel de Thrawn, le Noghri Ruk, reçoit une communication provenant de son clan qui lui révèle toutes les machinations de Thrawn visant à manipuler son peuple. Cette information désormais en sa possession, Ruk se rend dans le poste de contrôle du Grand Amiral et poignarde celui-ci. C'est ainsi que le Chiss, qui avait toujours tout prémédité, meurt de la propre main de son garde du corps. Ne pouvant faire face à une telle perte, Peleon, le second de Thrawn, ordonne la retraite à tous les appareils de la flotte. Et c'est ainsi que la Nouvelle République obtient une victoire plus que décisive sur l'un de ses plus brillants adversaires. Sur Coruscant, Luke et Mara ont désormais forgé des liens particulièrement forts, et cette dernière, en tuant le clone de Luke, s'est débarrassée de l'ultime ordre que lui avait donné l'empereur. En guise de remerciement, le Jedi lui confie son ancien sabre laser, récupéré sur le corps de son clone. Cette vidéo est donc terminée. Si vous souhaitez connaître toute cette histoire en détail, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fu. C'est l'une des premières œuvres majeures de l'univers étendu, ce que la majorité des lecteurs considèrent encore aujourd'hui comme les premiers épisodes 7, 8 et 9. Il y a malgré tout quelques petits défauts évidemment, et je sais que beaucoup trouvent l'idée du clone de Luke assez aberrante, mais il faut aussi se dire qu'au début des années 90, on n'avait aucune idée de quoi Lucas voulait parler avec sa guerre des clones, et il n'est donc pas étonnant que les auteurs de l'époque aient souhaité faire un lien avec cette guerre en intégrant l'utilisation de clones dans leurs histoires. Bon, ça c'était pour la petite remise en contexte. Bref, sur ce, je pense que j'ai assez parlé, cette vidéo était assez longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo ou vous rendre sur mes pages Utip ou Tipeee que vous trouverez dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.